ça qu'on l'a appelé comme cela, la vision 2030. Alors je pense qu'il y a plus trop de demandes d'ouverture et puis je pense que les personnes se connecteront progressivement. Il est déjà 15h07 ici à Dubaï, 13h07 ici en France. On va attaquer. Alors Pierre-Yves, tu peux dérouler déjà la première slide. Alors si on commence par le disclaimer, Ouais, c'est très juridique. Alors, voilà un petit peu le plan aujourd'hui. Donc, les premières étapes, vraiment, qu'est-ce qu'on a fait pour nous permettre d'avoir une véritable vision sur 2030. C'est très important pour nous de vous exprimer quelle stratégie on a fait. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas et qui sont importantes aujourd'hui à expliquer. Où on en est au niveau du setup licence. Mika et Vara, je sais que bien sûr, tous nos clients sont derrière nous à attendre avec impatience des bonnes nouvelles. On va vous expliquer exactement les choses telles qu'elles sont. On va faire un point produit. On va vous expliquer quelle direction on a pris et pourquoi et comment on va construire le produit de demain et être une entreprise au cœur de l'innovation et surtout avec une unique selling proposal, c'est-à-dire un produit unique. Et enfin, bien sûr, on sait que cela est très important et fait partie intégrante de l'entreprise. On va parler du jeton vous exprimez aussi les plans d'action qui sont à l'étude en ce moment pour permettre au jeton de se revaloriser. Je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, la première chose et la chose la plus importante de ce début de webinar, c'est de vous exprimer le fait qu'on a réorganisé notre groupe Automata. Donc, sous le label commercial Vancelian, on a orchestré depuis maintenant un an, avec vraiment un aboutissement très récent de l'ensemble de l'opération. C'est des travaux de réorganisation tout simplement faramineux, c'est gigantesque. Ça a été très difficile à mettre en place. On est très fiers de vous dire aujourd'hui qu'on a réussi ce plan. Ce plan consiste avant tout à avoir un groupe beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible aussi, pour plein de raisons qu'on va vous expliquer juste après. Et il s'organise tout simplement par deux piliers. Le pilier français à travers la licence européenne, donc pour exercer, qui est Automata France. Voilà, c'est la société qui porte aujourd'hui l'enregistrement PSAN, sur lequel vous, Français et Européens, avez accès à l'application mobile actuelle. Et la deuxième structure, bien sûr, c'est Automata FZ2 qui est à Dubaï et qui est en phase d'obtenir sa licence VARA. On va expliquer ça un petit peu plus tard. Donc ces deux piliers-là sont les deux piliers réglementaires qui nous permettent de faire progresser le groupe dans une dynamique de proposer une application, l'application Vancelian en Europe, aux Émirats et dans une stratégie d'expansion géographique globale. Tu peux passer à la prochaine slide. Donc, cette réorganisation a plusieurs objectifs. La première des choses, c'est la rationalisation des coûts. En réalité, on a œuvré entre 2020 et aujourd'hui comme une start-up, bien qu'on ait réalisé cette grande levée de fonds en ICO en 2021, et grâce à vous, pour la plupart, eh bien, nous sommes arrivés à l'état d'aujourd'hui, à un produit, à un premier niveau d'accomplissement que vous avez entre les mains. Et bien sûr, on est passé par pas mal d'étapes, et notamment une étape que tous les autres acteurs dans le domaine des cryptoactifs ont vécu, c'est celui de devoir trouver des solutions en backup. Euh, C'était bien préalablement à la réglementation MiCA qui permet d'avoir une unification autour d'une seule et même licence. Si on revient un petit peu en arrière en 2020-2021, chaque pays avait sa propre réglementation. Donc, c'était le PSAN en France, c'était d'autres équivalents du PSAN dans chaque pays d'Europe. Et à l'époque, on avait, bien sûr, pour se protéger et avoir le droit de pouvoir exercer et de lancer une application, on avait des entreprises en Irlande, on avait une entreprise aussi en Italie. D'ailleurs, on avait l'équivalent du PSAN en Italie. Puis le PSAN français qui arrivait
sur la deuxième partie de l'année 2023, donc sur juillet-août 2023. Donc à cette époque-là, la dynamique de quasiment toutes les entreprises, c'est un petit peu le cas aujourd'hui encore, hein, vous le verrez, je vais en parler tout à l'heure, mais en tout cas à cette époque-là, l'objectif c'était de voir comment il était possible de pouvoir exercer et de se couvrir en étant dans différentes juridictions pour pouvoir travailler. Ça, malheureusement, c'est une dynamique qui permet de se lancer, mais c'est pas une dynamique intelligente d'un point de vue coût. C'est la multiplication d'entités, c'est la multiplication de collaborateurs, etc. Et aujourd'hui, je reviens sur les fondamentaux. Vancelian, c'est une fintech. Qui dit fintech dit être une entreprise technologique et de finance. Et par essence, une entreprise comme celle-là, elle doit proposer un produit innovant et compétitif. Et la compétitivité, elle est possible que si l'entreprise, elle est optimisée en termes de coûts et que son rapport résultat commercial coût est optimisé. Une des premières optimisations qui paraissait évidente et que nous essayons d'orchestrer depuis des années, c'est celle de la réduction du nombre de sociétés, chose qui a été faite et bien réalisée pour nous permettre d'avoir aujourd'hui dans notre groupe plus que les deux structures que je vous ai présentées précédemment, Automata France pour accueillir le marché européen et Automata FZ2 pour accueillir le marché aux Émirats Arabes Unis. Donc le groupe qu'on dit en anglais beaucoup plus lean, beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Et ceci nous permet aussi de continuer à avoir un produit qui est compétitif et d'améliorer encore le degré de compétitivité. Et ça, c'est important pour vous, clients, avec des frais de transaction bien amoindris, avec des produits qui proposent les meilleurs taux d'intérêt, parce que tout simplement, l'entreprise n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour exister. Ça, c'est quand même la base de la réussite d'une fintech. Et ça, c'est quelque chose, ça fait des années qu'on doit l'orchestrer, qu'on le fait, mais là, on a réussi à le faire. Donc ça, c'est la première étape de succès, c'est la rationalisation des coûts. La deuxième étape, elle est aussi au niveau gestion des coûts, mais pas uniquement, c'est une rationalisation au niveau des exigences réglementaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus que 2 filiales, c'est extrêmement clair, qui sont toutes les deux dans une dynamique de réglementation. Elles sont identifiées, comme je l'ai dit, et ça plaît beaucoup plus aux différents régulateurs qui comprennent mieux l'impact et la capacité de chaque structure à avoir sa propre indépendance de vie. C'est-à-dire une entreprise qui a des développeurs dans cette même entreprise et pas une autre, les bonnes personnes à la compliance dans la même entreprise, etc. Tous les corps de métier dans chaque entreprise. Ça paraît évident peut-être pour un entrepreneur peut-être plus traditionnel où on retrouverait dans les entreprises traditionnelles peut-être tous les corps de métier. Dans le domaine de la fintech, il n'est pas étonnant de retrouver beaucoup de structures avec différentes licences d'ailleurs sur différentes structures et différents corps de métier. Là, nous, on a décidé d'unifier tout autour des 2 pôles dont je vous ai parlé, ce qui permet de rationaliser les coûts, mais aussi notre lisibilité auprès du régulateur. C'est quelque chose qui a été nécessaire aussi pour pouvoir avoir des meilleurs dossiers auprès des régulateurs. Enfin, bien sûr, la dernière partie, c'est l'attraction investisseur. Notre stratégie de réorganisation, elle nous a permis surtout d'avoir un groupe qui est orchestré plutôt par comme pôle central les Émirats Arabes Unis. On a identifié depuis quelques années que l'argent se déplaçait de l'Europe, voire même outre-Atlantique, plutôt vers le Moyen-Orient et l'Asie. Et en se rapprochant un petit peu plus d'un pôle stratégique aux Émirats Arabes Unis, ce qu'on fait depuis des années et qui est à peine maintenant enfin réalisé, cela nous permet d'avoir aussi une meilleure attractivité investisseur et d'avoir d'ailleurs donc des investisseurs dans une levée de fonds qu'on appelle Série A, dans laquelle on est en train de procéder, des investisseurs en Europe certes parce qu'on est européen, mais aussi aux Émirats. Des investisseurs qui sont identifiés, de grande qualité, avec lesquels on discute très étroitement. Et donc, cette réorganisation a permis de réaliser ces 3 piliers très, très difficiles à mettre en place. Et c'était vraiment le chantier stratégique qui est conduit depuis 1 an dans le but d'avoir les fondations qui sont faites pour durer et accueillir les prochains jalons stratégiques en matière de réussite, pas uniquement commerciale, mais aussi financière. Si on passe à la suite, l'idée maintenant, ceci étant dit, on voulait vous faire un point sur les licences. C'est quelque chose qui est très important. On va tout de suite démarrer avec l'objectif MiCA.
Alors, Mika, c'est un certain nombre d'acteurs aujourd'hui déjà réputés qui sont déjà régulés. Euh, Parmi eux, des grands noms, et puis d'autres aussi qui sont des grands noms et qui ne sont pas encore régulés. Là, dernièrement, depuis quelques jours, il y a notamment CoinHouse qui a été régulé Mika. Voilà, c'est très frais et c'est juste avant la fin de la période qu'on appelle la période de grand-père qui est prévue au 30 juin. D'abord, je vais revenir rapidement sur les services qu'on a demandés. Mika, peut-être que ça, d'ailleurs, si ça te convient, Pierre-Yves, tu peux peut-être exprimer les différents services qu'à travers Automata France, vous avez demandé. Et effectivement, donc aujourd'hui, le dossier qui a été déposé déjà en septembre dernier et qui est en cours d'instruction, on a demandé différents services, les différents services qui vont nous permettre d'opérer aujourd'hui les produits que vous retrouvez dans l'application Vancélia. Donc, on va avoir la conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, l'achat-vente de crypto, la gestion sous mandat, qui est quelque chose qu'on va aussi accélérer et développer en termes de produits. Donc, c'est vraiment les 3 services principaux que l'on a demandé. Et on a aussi demandé le conseil en plus de ces services. Qui est finalement aussi en phase avec l'ambition et la vision 2030 qu'on exprimera un petit peu plus tard sur le produit. Exactement. Et pour Mais c'est revenir, vraiment, en tout cas, la panoplie complète des services que l'on peut demander aujourd'hui au sein d'un dossier Mika. Voilà, et donc ce qui serait intéressant, c'est de revenir un petit peu sur comment se sont déroulées les étapes Mika et quels sont finalement les retours avec le régulateur qu'on a eu. Donc, tu l'as dit, dépôt du dossier officiel fin septembre 2025. Donc voilà, on arrive à mi-mai 2026. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, premièrement, on a mis tous les efforts qui étaient possibles pour arriver avec un dossier le plus construit possible, le plus complet possible. On sait très bien que les choses se passent de telle sorte à ce qu'il y ait toujours une salve de questions qui sont envoyées. Ça a été assez rapide. On a eu un premier retour de l'AMF donc fin octobre. Je pense que tu peux faire cette partie-là, Pierre-Yves. Non, effectivement, donc on a eu donc assez rapidement, dès le dépôt du dossier, finalement un premier retour de l'AMF avec voilà, environ 400, voire un peu plus de 400 questions qui couvraient différents sujets, hein, que ce soit de la cybersécurité, du côté administratif, on va dire organisation du groupe et de la société, de l'honorabilité des dirigeants et autres. Donc ça, c'est une première salve de questions auxquelles on a répondu quand même assez rapidement. Et puis, on a eu un deuxième retour tout début d'année au mois de janvier, avec à nouveau un peu plus de 200 questions qui venaient compléter, j'ai envie de dire, les premières questions qu'on avait eues. Après, il y a eu quelques redondances dans les questions. Donc, mais donc, ces 200 questions aussi, on a exactement répondu de façon très, très précise à l'AMF. Et aujourd'hui, on est dans l'attente de leur retour. On devrait théoriquement, par rapport à ce qu'ils nous avaient dit dans les délais impartis de réponse de l'AMF, avoir un retour quand même assez incessamment sous peu à cette deuxième salve de questions. Et donc voilà un petit peu comment ça s'est déroulé. J'aimerais aussi juste préciser quelque chose. Il y a eu aussi pendant le délai en fait d'instruction, il y a eu des modifications même au niveau de l'AMF en termes d'exigence. Quelque chose qui est tombé, je crois, au mois de février cette année, qui venait notamment au niveau européen, hein, mais c'est la nécessité de demander un agrément d'établissement de paiement allégé auprès de la CPR, en plus du dossier MiCA, pour pouvoir opérer, j'ai envie de dire, des stablecoins qui sont considérés comme des stablecoins de monnaie électronique comme l'USDC ou l'EURC. Et donc, c'est quelque chose qu'on a tout de suite pris en main également, en collaboration avec les cabinets d'avocats qui nous accompagnent dans le dossier. Et donc, c'est quelque chose aussi qui va être déposé là incessamment sous peu. Mais je pense que c'est important de le souligner parce que voilà, on sait que c'est complexe, mais même avec cette complexité, il y a quand même en cours de route des changements, voilà, des justificatifs, des obligations supplémentaires qui ont été demandées par l'AMF et auxquelles voilà, on répond à chaque fois de façon extrêmement précise et extrêmement carrée pour le régulateur. En effet, alors
finalement, donc la question qu'on se pose tous, et à laquelle on va vous répondre, c'est que nous, on a mobilisé l'ensemble de nos équipes d'Automata France pour travailler sur ce dossier et répondre à l'ensemble des exigences de ces questions. C'est un travail qui est quand même relativement monumental, hein, on peut le dire. On a répondu avec un délai moyen de 35 jours, ce qui est, je pense, très qualitatif. On est assez fiers de la qualité de notre dossier. On a eu aussi un retour comme quoi il était très riche. C'est les mots qui ont été employés. Et de toute façon, nous, on s'engage à être le plus réactif possible dans les prochains jours et les prochaines semaines et être en accord avec la réglementation à horizon du 30 juin. Donc, tout est en ligne pour l'instant. Évidemment, on se rapproche de la date fatidique. Nous, on continue d'être présents, d'être mobilisés s'il y a des nouvelles questions ou si nous avons une date qui tombe de collège. Donc, voilà. Pour l'instant, on est à fond. Toutes les équipes sont mobilisées pour réussir ce sujet-là. Peut-être rapidement sur l'établissement de paiement allégé, j'aimerais rajouter que c'est des choses qui sont en cours de mise en place. Donc voilà, il y a notamment par exemple l'établissement d'un conseil de surveillance qui est en cours d'être mis en place de notre côté. Ouais, c'est des choses qui vont arriver progressivement. C'est pas des choses qui bloquent l'application MiCA, mais plutôt qui sont nécessaires pour pouvoir aussi avoir une plus large latitude d'options, comme proposer des services d'échange multi-devises, ce genre de choses qu'on est en train d'étudier. Et comme tu l'as dit, sur la partie stablecoin. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur ce dossier pour pouvoir le déposer le plus rapidement possible. Donc voilà, avec nos avocats, donc je rappelle, quand même des avocats de renom. Nous travaillons avec DNA Partners, avec De Gaulle Fleurance, qui nous accompagne particulièrement sur le dossier MiCA. On est fiers de travailler avec eux. On pense tous qu'on a un bon dossier et on attend incessamment sous peu un retour. Alors, si tu passes à la prochaine slide, je pense que c'est intéressant qu'on vous fasse un point maintenant sur la licence VARA. Alors, la licence VARA, c'est quelque chose qui date depuis encore plus longtemps. C'est quelque chose qu'on a déposé enfin, ce qu'on travaille depuis plus de 2 ans aujourd'hui, pas qu'on a déposé, mais qu'on travaille, notamment en collaboration avec un très beau cabinet qui s'appelle W3C, qui d'ailleurs dont le CEO est un ancien VARA. Donc les premiers travaux ont démarré en avril 2024, donc on est vraiment à plus de 2 ans d'anniversaire de nos travaux, de nos premiers travaux sur la licence VARA. C'est un dossier qu'on a déposé le 18 septembre 2024 auprès du régulateur. Et là, les choses se sont enchaînées de manière très normale. Il faut dire que le processus VARA est très, on va dire, avec des étapes successives qui sont très déterminées. La première, c'est l'obtention d'un pré-approval qu'on a eu assez rapidement, parce qu'on avait, je pense, un pré-dossier qui était assez qualitatif. Donc, le 4 novembre 2024, obtention du pré-approval. Et ensuite, voilà, on a eu un certain nombre de questions pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle le in-principle approval, qui est là quand même déjà à un certain niveau très élevé qui est proche de la licence finale qu'on a obtenue 18 décembre 2025. Et donc, ça fait maintenant 3 mois qu'on travaille, enfin ça fait un peu plus de 3 mois, mais pendant les 3 premiers mois, on a travaillé de manière acharnée pour pouvoir combler ce qu'ils appellent des gaps entre le in-principle approval et le final approval, donc la licence finale. À ce stade, aujourd'hui, nous avons comblé 100% des gaps. J'étais personnellement avec une personne de chez VARA hier et notre cabinet d'avocats en discussion pour savoir quelles étaient les prochaines étapes. Et les prochaines étapes sont les suivantes, c'est que notre dossier est entre les mains de VARA complété à ce stade. Il est traité normalement la semaine prochaine. Ça, en tout cas, c'est les dernières discussions qu'on a eues hier. Donc, c'est très, très récent ce que je vous dis. On est supposé avoir un passage en comité dans les prochaines semaines, en espérant avant la fin du mois. En tout cas, c'est les discussions qu'on a eues. On n'est jamais à l'abri de nouvelles questions, bien sûr. Voilà, on n'est jamais à l'abri que quelque chose fasse dériver le temps d'obtention. Mais en tout cas, des dernières discussions, le plan, c'est une exécution du comité dans les prochaines semaines
et en l'espérant avant la fin du mois. Alors, l'étape d'après, c'est le lancement de l'application sur les App Store, puisque l'application mobile pour les Émirats est prête. Elle est prête maintenant depuis des mois. Nous espérions l'avoir un petit peu avant. Ça, c'est aussi ce que nous, on avait en tout cas mis en place de notre côté. Donc, on est prêt sur l'application mobile. Les prochaines étapes, c'est de lancer l'application mobile sur les stores. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'a pas l'approbation finale. Donc, dès qu'on a l'approbation finale, on lance l'application sur les App Store. Et après, ça prend un certain temps, 2 à 4 semaines en général, pour avoir une validation. Et enfin, évidemment, le but, c'est d'avoir un lancement de l'application mobile aux Émirats. On l'espère courant du mois de juillet. Donc, ce sera vraiment les deux mois d'été qui seront des mois, on va dire, bêta test, avec un lancement un petit peu plus en grande pompe à partir de la rentrée scolaire de septembre. Donc voilà un petit peu pour l'avancement au niveau de la licence VARA. Voilà, on attend des nouvelles incessamment sous peu et bien sûr vous serez les premiers avertis dès qu'on a le go final. Alors c'est vrai que là on voulait donc on vous a fait un point licence état de l'art de la situation dans lequel on est confiant au niveau du travaux que nous avons accompli. Maintenant, ce qu'on voulait vraiment vous présenter un peu la vision 2030 que nous avions du produit, et c'est une vision qu'on partage avec Jean, avec les personnes de l'équipe, avec Pierre-Yves. Voilà, on est tous alignés sur une ambition de développer une application mobile plus accomplie que celle d'aujourd'hui, à savoir une application de wealth management au sens large. Et une application de wealth management au sens large, c'est évidemment pas uniquement une application sur les cryptoactifs ou les actifs digitaux. C'est une application qui va beaucoup plus loin. C'est une application qui propose aussi la bourse traditionnelle et on verra comment, mais en tout cas qui propose aussi le non-coté et c'est là où on a vu qu'il y avait énormément de choses qui pouvaient être intéressantes. Et Pierre-Yves, je vais te laisser dire un mot. Et enfin, bien sûr, tout ce qui est autour du compte courant, du paiement à l'étranger, ce que propose finalement un acteur comme Revolut qui a fait sa grande histoire. Mais nous, on pense qu'il faut aussi l'apporter à notre plateforme pour qu'elle puisse être une application de wealth management accomplie parce que finalement, ceux qui ont les moyens, c'est aussi ceux qui se déplacent, c'est ceux qui voyagent et c'est ceux qui veulent une application finalement quasi bancaire, all-in-one dans la poche. Et pour compléter, c'est aussi pourquoi le wealth management, c'est parce que aujourd'hui, si on fait une analyse de marché un peu rapide, depuis 15 ans, on a eu énormément d'innovations dans tout ce qui est produit de paiement, tout ce qui est produit, on va dire, purement retail. On a vu, c'est vrai, Revolut au tout début, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'un des segments, on va dire, dans le secteur financier global qui a quand même le moins innové, ça reste le wealth management. Notamment quand on regarde tout le secteur, en fait, toute l'activité de banque privée, dans des pays même en Suisse ou à Monaco ou autre, ça reste quand même encore très peu digitalisé. Il n'y a pas d'acteurs un peu aux dimensions de Revolut vraiment sur ce segment-là. Et donc, on estime que c'est quand même une force et une opportunité pour Vancelian, justement, d'accélérer sur ce chemin-là pour devenir un des acteurs, justement, de référence et leader sur le wealth management. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une app accomplie de wealth management ? C'est un peu comme vient de le dire Gaël, c'est aujourd'hui, il y a quand même une base très solide de solutions de produits d'épargne et d'investissement sur le produit, mais notre ambition, c'est quand même d'aller encore plus loin avec l'ajout, on va dire, de verticales, de produits supplémentaires comme le trading d'actions, comme dit Gaël, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis quelques temps et sur lequel on avance. Mais il n'y a pas que ça. En France aussi, on regarde beaucoup un des placements les préférés, on va dire, des Français, qui est les enveloppes d'assurance vie. Donc, dans cette dynamique justement de wealth management, de gestion de patrimoine, on sait qu'en France, en tout cas, c'est quand même difficile de passer à côté de ces enveloppes-là. Donc, c'est des sujets aujourd'hui qui sont discutés activement en interne pour enrichir l'offre produit. Quand je parle produit d'investissement, puisque pour nous, finalement, une app de wealth management accomplie, ça va combiner une offre de produits
d'investissement la plus large possible, incluant le non-coté qui est un vrai axe de différenciation, puisque aujourd'hui, il y a quand même une offre qui est pas, qui est quand même, enfin voilà, c'est des supports très compliqués d'accès, souvent avec des barrières très importantes d'accès, avec des montants minimums et ces choses-là. Mais c'est pas que ça, il n'a pas compris, c'est aussi de combiner avec tout ce qui est services de paiement, compte courant, carte bancaire, une solution de multidevise. Et un autre pilier qui vient compléter finalement ce côté produit, et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à entreprendre et qui continue à se développer, c'est finalement un accompagnement. Maintenant, il y a deux façons de voir l'accompagnement un peu à la wealth management. C'est soit on va dire, internaliser et recruter beaucoup de personnes, mais ce n'est pas du tout le chemin qu'on veut prendre parce que on voit qu'en termes de scalabilité, on va vite atteindre un plafond de verre. Voilà, c'est compliqué. En revanche, l'axe auquel on croit très très fort, c'est finalement la distribution intermédiaire via des professionnels de la finance comme des multifamily office et des conseillers en gestion de patrimoine qui vont venir et qui sont certains partenaires de Vinceliant et qui vont utiliser l'infrastructure de Vinceliant pour accompagner leurs clients. Et donc, en fait, c'est la combinaison de ces trois verticales, que ce soit les services bancaires, paiement, moyens de paiement, carte bancaire et compte courant, offre de solutions d'épargne et d'investissement et un accompagnement sur mesure, personnalisé par des indépendants pour mailler finalement un territoire encore de façon beaucoup plus précise. Ouais. Et en fait, dans cette vision qui est finalement assez évidente en réalité, que ce qu'on vous dit, c'est quelque chose qui est assez logique comme direction, c'est vient finalement s'ajouter à ça comment on va faire pour y arriver et quelles sont les barrières à l'entrée et finalement quel est l'environnement compétitif. Alors, si on passe à la slide d'après, on revient un petit peu à nouveau sur la partie licence, parce que la première étape pour pouvoir réaliser ce qu'on vient de dire, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire. Et avoir le droit de le faire, c'est pas si simple. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas non plus un nombre d'acteurs infini dans le domaine. La première étape pour nous, et c'est la porte d'entrée qu'on a utilisée, c'est celle des actifs digitaux. Donc, on vient de le voir avec une stratégie PSAN First, puis dans une direction MiCA en Europe et une direction VARA aux Émirats. Et on va voir VARA à ce que ça nous permet de faire juste après. La deuxième étape, c'est évidemment, comme tu l'as dit, c'est avoir le droit de proposer les actifs traditionnels. Donc, j'entends par là les actions, les ETF, la bourse, les métaux précieux, les indices, le forex, un certain nombre d'actifs qui sont les actifs qui permettent de construire un portefeuille sur mesure ou pas, de faire du trading ou en gestion pilotée. Donc ça fait partie de notre stratégie autour du conseil et de la gestion pilotée ou du trading. Et pour cela, notre stratégie va consister à d'abord devenir un agent MiFID 2, c'est-à-dire en gros de travailler avec un partenaire qui va nous couvrir sur le plan réglementaire pour avoir le droit de proposer les actifs traditionnels, donc la bourse. C'est quelque chose sur lequel nous avons déjà un contrat sur la table à signer, mais nous ne nous précipitons pas. Nous avons aussi des discussions avec un autre acteur très connu qui nous permettent aussi de faire cette bourse traditionnelle. Et donc, ça, c'est la prochaine étape qu'on voudrait lancer sur Vinceliant. Donc, en étant d'abord agent, c'est-à-dire partenaire de quelqu'un qui est régulé pour le faire. Et évidemment, la prochaine étape, c'est d'être nous-mêmes régulés pour le faire. Donc, ce sera l'étape d'après, c'est d'aller chercher une licence MiFID 2. En France, on dit prestataire sur investissement, PSI. En tout cas, c'est les prochains travaux, post-MiCA et post-établissement de paiement allégé, sur lesquels nous allons travailler d'arrache-pied. Donc ça, c'est un petit peu la stratégie en Europe. Il y a un peu la même stratégie ici aux Émirats arabes unis, un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a une licence qui est un petit peu plus facile à obtenir, qui est la catégorie 4 Retail Endorsement, qui permet déjà de proposer la bourse traditionnelle
à nos clients et de faire du conseil. Donc, c'est une licence qui prend à peu près 9 mois, 12 mois à obtenir. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Et après, d'aller chercher une vraie licence d'asset management, qui est l'équivalent de PSI MiFID 2 en France. Il y a beaucoup d'équivalences d'ailleurs, et qui s'obtient dans un second temps par un enrichissement du dossier qui arrive dans un second temps. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une offre le plus similaire possible entre les Émirats arabes et l'Europe pour avoir une application plus accomplie et la plus identique possible des deux côtés. Et enfin, bien sûr, c'est tout ce qui est autour du compte courant et du paiement, comme tu le disais. Là, c'est la première étape, c'est l'établissement de paiement allégé. Et dans un tiers-temps, aller chercher vraiment l'établissement de monnaie électronique. Là, il y a marqué EMI parce que c'est en anglais. En français, c'est établissement électronique, c'est EME. Il y a l'équivalent ici aussi aux Émirats arabes unis qui s'appelle SVF, Stored Value Facilities, qui demande quand même un minimum de capital à mettre en banque de 3,5 millions de dollars. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces travaux, c'est des travaux qui vont être pilotés par une certaine stratégie financière et qui est en phase avec une levée de fonds en série A qu'on est en train de réaliser en ce moment. On vous donnera des informations, bien sûr, plus tard, quand les choses seront finalisées et concrétisées. Mais en tout cas, ça, c'est le plan à 2030 pour être une application de Wealth Management accomplie sur le plan réglementaire. On pourra faire tout ce qu'on vous a dit. Mais plus précisément, si on passe à l'étape d'après, à la prochaine slide, ce qui est assez intéressant ensuite, c'est bien. Là aussi, on pourrait en redire, c'est que l'application est une application de wealth management global, mais là, on vient se heurter finalement à la banque traditionnelle, les banques privées ou des applications qui ont toutes les licences, qui permettent déjà d'exercer. Je pense à Robinhood ou eToro, qui sont relativement assez connus, qui proposent déjà les actifs digitaux et la bourse traditionnelle. Donc, il y en a finalement. Et comment nous, on va se diversifier? Et je pense que ça peut être assez intéressant, Jean, que tu nous expliques quelle vision on a, quelles sont les étapes de notre plan pour atteindre finalement cet objectif d'avoir quelque chose d'unique qui vient de nous, notamment par le non-coté. Oui, bien sûr, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de revenir juste un petit peu sur le plan des licences là, qu'on a exposé sur la vision qu'on a du cadre réglementaire à installer à 2030 pour déployer toute cette stratégie. C'est important de revenir sur la première étape, celle qui est en train d'être finalisée, avec les instructions qui sont en train qui sont en cours de finalisation. On le rappelle, Coinhouse a eu son implantation de Mika la semaine dernière avec le même niveau de service, hein, c'est 7 niveaux de service, donc assez complet. Ça étend forcément l'instruction et le nombre de questions. Donc ça, c'est un premier point, mais surtout, ça permet d'élargir vraiment tout l'éventail des possibilités sur le volet du management des assets digitaux. Et de la même manière sur Vara, on est venu demander quand même un niveau de service assez étoffé avec 4 niveaux de service qui reprennent plus ou moins le stack de services qu'on va pouvoir obtenir aussi avec Mika. Donc ça, c'est très important de revenir sur ce point-là, puisque il y a d'autres intervenants qui peuvent avoir un ou deux niveaux de service à proposer et forcément, ils vont être limités à de la conservation d'actifs numériques et de l'échange de crypto. Donc, c'est quelque chose d'assez basique sur lequel, en fait, il n'y a pas beaucoup d'armes ensuite pour pouvoir essayer de progresser dans l'innovation et de développer un caractère unique de proposition, ce qui fait, qui amène la compétitivité. Et là, pour le cas de Vancelian, on a adopté quand même une stratégie ambitieuse. On savait que ça allait prendre du temps avec les régulateurs puisque le niveau de service demandé est très important. Et donc, une fois qu'on va passer cette barrière réglementaire, on va pouvoir déployer la stratégie qu'on a maintenant depuis plus d'un an aussi, hein, puisque on a commencé finalement avec l'application Vancelian à proposer des offres exclusives que vous connaissez déjà à travers l'offre de Bali qui a été complétée, l'offre Dubaï aujourd'hui qui est disponible, ou encore l'offre de mining. Ces offres-là, elles rentrent quand même déjà dans un univers d'innovation. Et nous, ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est de pouvoir faire progresser cette innovation vers finalement les prochains jalons du marché, puisque on en entend beaucoup parler, le RWA, la tokenisation d'actifs tangibles. Alors, à tort ou à raison, ce mot-là est quand même assez utilisé, mais
a-t-on le droit de le faire et a-t-on la technologie pour pouvoir l'appliquer? Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Le droit de le faire, ça, on ouvre la porte aujourd'hui avec le dispositif réglementaire dont on vient vous parler. Et la technicité, c'est-à-dire comment on va le faire, on a déjà un pied dans l'innovation avec les offres exclusives qu'on a proposées, mais on sait vers où on doit se diriger maintenant pour passer le prochain palier et pouvoir proposer une offre plus globale, plus robuste aussi, puisque en fin de compte, ça revient tout simplement à faire migrer ou à faire converger les dépôts qu'on a aujourd'hui dans nos coffres vers de la technologie décentralisée. Donc tout simplement faire appel à des protocoles décentralisés. On entend beaucoup parler de Morpho aujourd'hui, qui capte beaucoup d'attention, on va dire, sur le plan marketing, mais aujourd'hui, les acteurs qui rejoignent la technologie Morpho, c'est quand même des acteurs institutionnels. Ça veut dire que il y a beaucoup d'acteurs B2B qui viennent utiliser cette couche technologique qu'a apporté Morpho ou AAVE aussi dans le passé. Et c'est sur ces couches-là qu'on va pouvoir faire évoluer des produits comme les offres exclusives afin de finalement remplir la même mission, c'est-à-dire faire rencontrer les dépositaires avec des demandes en financement qui créent de la valeur, qui créent du rendement. Mais derrière ça, on a quand même une mécanique beaucoup plus transparente puisqu'elle est on-chain. C'est tout l'intérêt finalement de la crypto et de ce que ça a pu permettre de faire converger les années précédentes. Ça apporte aussi de la sécurité puisqu'on va pouvoir collatéraliser les projets qui sont en demande de financement. Et puis, ça permet aussi pour Vancelian de se positionner comme un leader sur ce marché, puisque, on vous l'a dit, on a déjà entrepris les premières étapes à travers ce prototypage quelque part avec nos offres exclusives, mais on va pouvoir pour la première fois faire converger aussi tous les AUM qui ont été déjà collectés à travers l'application Vancelian vers ces technologies-là. Donc, on arrivera quand même avec un acteur qui arrive avec de la liquidité, déjà un business model établi. Et puis surtout, là où c'est vraiment intéressant, c'est que quand bien même cette solution existe, après, il faut quand même avoir le droit de pouvoir collatéraliser, proposer des actifs qui peuvent finalement fournir un rendement. Et c'est là qu'on appelle la tokenisation d'un actif tangible, tokeniser un asset comme par exemple un resort comme Bali, une villa comme à Dubaï ou d'autres types d'actifs. C'est ça qui permet ensuite de pouvoir venir agréger la technologie qui permet finalement d'obtenir de la liquidité on-chain avec la collatéralisation. Donc nous, on cherche à aller dans cette direction-là. Et ce que ça va apporter pour le marché et pour les clients de Vancelian, c'est tout de suite plus de liquidité, plus de transparence, plus de sécurité, aussi un faire savoir, puisque ça, le savoir-faire que on décide maintenant depuis plusieurs mois, peu d'entreprises ou peu d'acteurs peuvent le faire, puisqu'ils n'ont pas entrevu cette possibilité-là. Et puis, ils n'ont pas forcément été chercher les niveaux de service nécessaires pour pouvoir nous suivre dans notre direction. Et le plus dur, bien sûr, on a entendu beaucoup parler d'acteurs MiCA qui ont déjà obtenu leur agrément, mais derrière, aller chercher Vara, comme l'a rappelé Gaël, c'est quasiment 2 ans de travail, alors que Vara, précédemment, n'était pas tellement recherché et aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Donc aujourd'hui, on a vraiment un peu d'avance sur ce terrain-là et on va construire en tout cas notre compétitivité, notre différenciation à travers cette méthodologie-là. Et on a hâte de pouvoir déjà être dans le second semestre de l'année 2026, puisque vous imaginez bien qu'on a déjà les prototypages et qu'on sait comment faire, mais il faut passer ce jalon réglementaire pour pouvoir ensuite proposer à nos clients ce type de solution. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, puisque en parallèle de cette progression sur la partie tokenisation et RWA, on va conduire le travail nécessaire sur le plan des licences pour intégrer le plus tôt possible avec le passage de agent MiFID ou agent catégorie 3 et 4, de pouvoir intégrer aussi le plus rapidement possible d'autres actifs. Et finalement, on va essayer de converger à horizon 2027. On va essayer de faire converger à la fois la capacité de rendement sur les offres exclusives qui vont devenir des offres de nouvelle génération on-chain avec tout ce que ça implique, et le rendement en provenance aussi des assets traditionnels. Et là, on va pouvoir composer des offres qui vont être beaucoup plus attractives, beaucoup plus comprises aussi, et notamment parce que le marché lui-même est en train de converger. Donc, les nouveaux standards seront ceux
sur lequel Vancelian tente de se positionner à cet horizon 2030. Voilà. Et puis, il y a une dernière couche, tu en as parlé aussi, Gaël. L'intérêt, hein, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez évident. Beaucoup d'entre vous utilisent sans doute déjà des applications comme ChatGPT ou peut-être plus techniques aussi comme Claude ou autres. Là, on a un vrai boom technologique qu'on avait entrevu, mais là, c'est vraiment une accélération assez impressionnante, hein, même en interne pour des personnes qui ont des compétences techniques. On est quand même assez impressionné par l'accélération, en tout cas de l'intégration de l'intelligence artificielle dans toutes les couches de la société, mais dans les outils comme la bureautique ou le développement des applications. Et là, bien sûr, on a un allié maintenant à consolider avec notre partie métier historique qui est le wealth management, à venir faire converger l'intelligence artificielle dans le conseil et dans le pilotage de la gestion des offres et des coffres que Vancelian souhaite proposer. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la direction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir tout de suite des niveaux de licence très avancés, celles dont on vous a parlé à 2030, pour pouvoir déjà déployer une certaine compétitivité sur le plan produit. On va pouvoir le faire dès l'obtention de Mika et de Vara. Notamment, Vara va beaucoup nous aider à être un leader sur l'émission de tokens depuis la zone UAE. Et donc ça, c'est clairement un point fort pour Vancelian pour au point de vue communication, mais aussi compétitivité et être un leader pour proposer ce type de technologie. On espère en tout cas pouvoir aussi agréger des partenaires très solides comme Morpho, qu'on connaît bien, puisque c'est aussi une entreprise qui a été suivie par notre conseil juridique DNA Partner. Donc on sait qu'il y a des points de convergence. Il y a du potentiel, en tout cas, à aller dans cette direction. Et ça, c'est vraiment les prochaines étapes, on va dire, à plus court terme pour Vancelian. En tout cas, c'est cette direction-là qui est choisie, plus que d'aller essayer de venir grignoter des parts de marché sur de l'échange crypto pur, du listing de crypto pur, que d'autres acteurs vont conserver et vont essayer de encore leverager pour leur business model. Voilà. Donc ça, c'était Il y a un petit peut-être peu ouais, il y a peut-être la partie technique. Voilà. ouais, il y a une deuxième raison que j'aimerais ajouter à ce que tu viens de dire, et puis on va passer à la dernière partie, mais c'est que autant les acteurs modernes sont, comme tu le disais, à fond dans l'échange des cryptos ou l'échange tout simplement des actions, des ETF et autres, et ne proposent pas nécessairement un service, une couche supplémentaire. Un eToro, par exemple, bon, on voit souvent la pub, d'ailleurs, ils sont assez agressifs sur la pub TV en ce moment, mais en fait, on va suivre. Il faut savoir que le trading, c'est peut-être l'activité numéro un qui crée de la perte chez les particuliers. C'est pire que l'entrepreneuriat, qui est déjà extrêmement difficile. C'est parmi les statistiques de perte maximale. Donc, suivre un particulier pour faire du trading, c'est vraiment sauter comme un mouton dans le vide avec l'autre mouton. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Par contre, d'un autre côté, si on veut avoir une gestion de son portefeuille un petit peu plus professionnelle, et bien finalement, les acteurs un petit peu plus digitaux ou modernes, là, ils sont complètement paumés. On est obligé d'aller dans une direction plutôt de banque privée ou de banque de wealth management, qui, à l'inverse, eux, ne possèdent pas l'infrastructure technologique moderne permettant de pouvoir répondre à la demande des investisseurs ou des clients actuels et d'aujourd'hui. Et donc, nous, on a bien compris que c'est la convergence de ces dernières technologies, mais aussi d'une compétence de wealth management institutionnel qui, en se rassemblant, vont créer le pont vers ce que nous, on vise finalement, un jour, c'est d'être comme une banque privée ou une banque de wealth management moderne, accessible pour les nouvelles générations. Les nouvelles générations, c'est tout le monde finalement, parce qu'on utilise tous les dernières technologies, on utilise tous ChatGPT, quel que soit notre âge, et donc les nouvelles générations, c'est surtout les nouvelles générations technologiques. Voilà. Alors, je trouve que là, on a Alors, abordé déjà toute la partie vision qu'on avait suite finalement aux différents jalons réglementaires qui sont devant nous, hein, vous l'aurez compris. Le passage Mika et Vara n'est qu'une étape.
on est déjà en train de se projeter maintenant sur les prochaines étapes réglementaires qui ouvrent le potentiel intégral de Vancelian. Il était important quand même de refaire un point d'étape sur le jeton, puisque c'est un sujet quand même important pour ceux qui nous suivent. Les derniers propos qu'on avait eus sur le jeton datent, s'il me semble bien, sur la période décembre de l'année dernière et février plutôt cette année. Ce qu'on voulait ajouter en fin de webinaire, c'était de continuer à appuyer notre conviction sur le jeton qui repose quand même sur deux piliers, ou on va dire trois principes fondamentaux. Le premier, c'est que on n'abandonnera pas l'idée d'un jeton qui doit s'appuyer sur une utilité, puisque c'est finalement la définition intrinsèque du jeton en l'état. Pour cela, on le sait, il faut augmenter son utilité, et on a beaucoup étudié de pistes pour ça. On a aussi étudié les pistes par rapport à ce qu'on avait comme vision. On vient de vous la communiquer au travers de la convergence de la finance traditionnelle vers la finance décentralisée et finalement la liquidité on-chain qui arrive aujourd'hui. On a un très bon exemple, je pense, c'est de encore illustrer ce propos avec la performance du jeton Morpho, assez récente, qui n'a pas eu besoin de payer de listing ou autre, puisque nativement, le jeton a acquis une certaine notoriété par finalement la notoriété de l'entreprise elle-même, avec le développement de la liquidité qui se fait quand même à une vitesse exponentielle sur les protocoles qu'ils administrent. Donc ça, c'est quand même un bon point. Et comme on vous l'a dit, on est à quelques semaines maintenant de passer à un jalon réglementaire qui va nous permettre de pouvoir accéder à un développement stratégique vers cette liquidité on-chain à travers les protocoles décentralisés. Donc c'est pour la première fois, en tout cas pour l'écosystème Vancelian, une opportunité pour le jeton d'entreprise de pouvoir aussi aller chercher de l'utilité en dehors même de l'application à travers ces protocoles décentralisés. Donc, il y a des pistes, il y a des études qui sont en train d'être réalisées avec notamment aussi Pierre-Yves qui, par son passé chez les GT, a quand même une certaine compétence sur cette partie tokenomics des jetons. Et puis, bien sûr, vous l'aurez compris, après cette étape qui est devant nous, on va continuer aussi à avoir une attractivité dans l'application sur plusieurs zones géographiques. On va quitter la zone France-Italie pour se projeter vers l'Europe. Et on arrive pour la première fois aussi sur la zone UAE. Donc ça, c'est quand même un bassin de clients encore jamais engagés depuis la naissance de l'application. Et associé à un développement d'un produit plus compétitif autour de la tokenisation, on espère en tout cas apporter aussi plus d'attractivité à l'intérieur de l'application sur la même logique que le club privilège existant, mais avec une capacité étendue. Voilà. Donc ça, c'est quand même un principal jalon. Sur le deuxième point, c'est toujours l'idée, en tout cas, qu'on a chez Vancelian, de continuer à associer la valeur intrinsèque du jeton en parallèle de celle de l'entreprise. Alors, on est quand même assez bien positionné maintenant aussi pour la série A, on y reviendra, mais on est en train quand même de faire des travaux de valorisation dans le but de bientôt pouvoir accueillir aussi de nouveaux investisseurs. Ça, c'est directement une création de valeur pour l'entreprise. Et on pense que c'est tout à fait naturel d'associer cette création de valeur de l'entreprise avec la création de valeur du jeton. Et en tout cas, cet apport en liquidité externe, ça sera forcément un apport en liquidité aussi pour le jeton. Donc ça, c'est quand même les axes de développement aussi qu'on a pour la suite, pour la partie jeton d'entreprise. Et puis aussi, je pense que c'est le plus important, on va quand même rentrer dans un nouveau chapitre avec ces obtentions de licences et cette extension un petit peu exclusive aussi au niveau géographique, puisque on entend beaucoup de parler de Mika, mais on n'entend pas beaucoup de parler d'entreprises qui ont Mika et Vara quasiment conjointement. Donc, on va aussi essayer de convaincre l'écosystème sur notre savoir-faire. Et puis ça aussi, on pense qu'il va y avoir des retombées de notoriété sur l'entreprise qui va accélérer un petit peu le cercle vertueux sur Vancelian. Et il y aura forcément, on l'espère aussi, des retombées positives sur le jeton Axio. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, en fait, il y a deux grands axes. Continuer à augmenter l'utilité du jeton. Donc ça, c'est ce qu'on vous avait déjà un petit peu évoqué lors des précédents webinaires. Et puis, bien sûr, on continue une étude assez poussée sur comment rattacher
directement la valeur de l'entreprise au jeton. Et ça aussi, ça passe par une certaine complexité légale. Et pour l'instant, on a besoin encore de passer certains jalons réglementaires, hein, comme ceux qu'on a mentionnés au moins avec Mika et Vera, pour pouvoir ensuite apporter un plan stratégique à travers un white paper, notamment on pense à celui du VNC, et pour pouvoir présenter un plan précis et vous présenter tous les angles finalement de cette évolution pour les prochaines semaines. Oui, très bien, merci Jean. Pour conclure aussi avec ce qu'on vient de dire là tout au long de ce webinaire, l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous présenter tous les trimestres les résultats de l'entreprise, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan financier, mais d'un point de vue purement corporate, en incluant évidemment le jeton dans toutes nos discussions et toutes nos communications. Par contre, l'idée, c'est ensuite d'organiser plus régulièrement des webinaires, peut-être de type AMA aussi, lorsqu'il y a aussi des nouveautés qui arrivent, que ce soit des nouveautés en termes de fonctionnalités d'application, des nouveautés évidemment autour du jeton, parce que vous aurez énormément de questions, j'en suis certain. J'ai vu quelques mains se lever. C'est l'occasion d'un AMA qui arrivera très prochainement. On en fera très régulièrement à chaque news, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est important à positionner, on vous permettra d'avoir la parole, et puis on se mettra à nu comme on l'a toujours fait dans les amas du passé, pour pouvoir répondre au maximum à toutes vos interrogations. Mais pour conclure sur le jeton, en effet, il y a un certain nombre de plans, il y a un certain nombre d'actions qu'on est en train de mettre en place. C'est des choses qui pourront prendre vie aussi à partir de maintenant, parce que on vous a expliqué aujourd'hui que la strat qu'on a eue en 2025 et depuis le premier trimestre 2026, c'était cette réorganisation d'entreprise. Cette réorganisation d'entreprise, elle va permettre de créer énormément de valeur dans l'entreprise, d'aller chercher des investisseurs, de consolider les finances de l'entreprise, d'être de plus en plus compétitif, de consolider aussi l'équipe qui a besoin de grandir aussi. Et ça, notre ambition à nous, c'est de ne pas finalement s'envoler seul, mais de le faire avec vous et avec le jeton. Et on s'engage à mettre un maximum d'efforts pour pouvoir faire ruisseler dans le jeton toute cette création de valeur qu'on a à travers l'entreprise, que ce soit par la valeur elle-même de l'entreprise ou les apports en liquidité qui peuvent être issus de levée de fonds ou de réinjection de bénéfices dans le cadre du jeton, et bien sûr dans tout le plan qu'on a autour du VNC que vous attendez, j'imagine, avec impatience. Eh bien, je pense que aujourd'hui, on a fait le tour. C'est pas l'ambition d'avoir un amas avec des questions. On reviendra prochainement avec la possibilité de pouvoir poser des questions. On revient vers vous d'ici quelques semaines avec une date d'amas. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. On a tenu pile le créneau d'1 heure. Voilà, c'est l'ambition de cette communication. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.